Pour vous, 2015, est-ce que c'était hier ou est-ce que c'était il y a une éternité? Non, non, c'est hier. Parce que je pense que c'est un souvenir qui est tellement fort et tellement présent que finalement le temps n'a pas de prise. Donc c'était pas du tout il y a une éternité. Hein. Alors, c'est sûr, je vois bien que c'était pas il y a quelques mois, mais pour moi c'était hier. Hein. Ça a commencé le 7 janvier avec Oui. la tuerie de Charlie Hebdo. Qu'est-ce que vous vous dites, vous, lorsque vous arrivez sur la scène? On craint le pire, mais c'est une surprise et ça n'en est pas une. On va dire c'est une demi-surprise parce que on n'est pas vraiment étonné dans la mesure où Charlie Hebdo fait l'objet de menaces de mort très fortes depuis 2006-2007. Hein. Il y a eu un attentat d'ailleurs qui les a contraints. Ça, c'était en novembre 2011, peu avant mon arrivée au parquet de Paris. L'immeuble qu'ils occupaient, boulevard McDonald, avait été la cible d'un attentat au cocktail Molotov qui avait causé un incendie, ce qui l'avait obligé à partir ailleurs. Donc la menace, elle est là. Et on sait qu'il y a de nombreux journalistes de Charlie Hebdo qui vivent sous protection policière hyper renforcée, hein, qui est vraiment au top niveau des classifications protection des personnalités. Donc c'est une demi-surprise, mais c'est quand même une surprise parce que moi je ne m'attendais pas à un bilan comme ça et je ne m'attendais pas à trouver 12 morts, un mort en bas et 11 dans la salle de rédaction. Ça, j'aurais jamais imaginé ça. Donc ça renvoie effectivement à un projet qui a été très mûri, très réfléchi, très pensé, très concerté, hein, en lien avec l'hypercachère et vraiment une volonté de punir et de tuer, quoi. Hein. S'en suivent ensuite 3 jours de traque. Vous, ce 9 janvier, où est-ce que vous êtes et qu'est-ce que vous faites? Alors moi, j'ai pris la décision d'aller à Dammartin-en-Goële parce que le 9 au matin, je crois que c'est un vendredi, au moment où je regagne le bureau, j'ai eu une information téléphonique qui me dit que les Kouachi viennent d'être localisés à Dammartin-en-Goële dans l'imprimerie. Effectivement, on se dit, qu'est-ce qu'ils vont faire à Dammartin? Ça sera toujours une des questions de ce dossier. Qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? Et donc, j'ai pris la décision, dès que je suis arrivé au bureau, de repartir avec un membre de la section antiterroriste et avec ma chargée de communication, qui était toujours avec moi, qui me suivait partout pour être vraiment au plus près de l'événement. Et donc j'étais effectivement à Dammartin, où on est resté dans une sorte de PC opérationnel avec le général Favier et le préfet, et un certain nombre de collègues et d'intervenants, pour voir l'évolution de la situation, jusqu'à ce qu'on décide avec le préfet, et il y avait le président de la République qui suivait ça bien sûr en direct, le plan d'assaut du GIGN va être validé. Et alors, en réalité, on sait qu'on va donner l'assaut, ben on apprend en début d'après-midi qu'il y a eu des assassinats suivis d'une prise d'otage à l'hypercachère. Et en réalité, effectivement, on se rend compte que les frères Kouachi se sont concertés avec Koulibaly, ils se sont répartis les cibles, ils ont agi de façon tout à fait coordonnée et concertée, et Amélie Koulibaly vient compliquer considérablement la situation en disant « mais si vous donnez l'assaut aux frères Kouachi, moi je bats tous les otages ». Donc c'est une situation dans l'histoire de l'antiterrorisme qui est totalement inédite. Moi, j'avais jamais vu ça de ma carrière et je n'avais jamais entendu parler de situation pareille. 2 scènes de prise d'otages à gérer en direct. Donc là aussi, c'est de nouveau remonté à l'autorité administrative et à l'autorité judiciaire. Hein. La décision a été prise de donner les assauts conjointement, et en réalité, il n'y a pas eu d'assaut conjoint parce que finalement, c'est les Kouachi qui, eux, ont donné l'assaut au GIGN dans la mesure où, quelques minutes avant 17h, on a vu la porte de l'imprimerie s'ouvrir et les 2 frères Kouachi, lourdement armés, qui sont sortis en courant et en tirant avec leur fusil d'assaut sur le GIGN, qui les a neutralisés très rapidement. Voilà. Et bon, une scène de crime était résolue, hein, les Kouachi étaient neutralisés, et quelques instants après, donc, ça a permis à la BRI RED de donner l'assaut à l'hypercachère et de neutraliser Koulibaly à son tour. Voilà. Entre Charlie Hebdo et l'hypercachère, il y a l'attentat de Montrouge également. Oui. À ce moment-là, qu'est-ce que vous vous dites Quand vous qualifiez des faits, il faut aussi avoir un peu... faut savoir deviner, il faut avoir un peu d'intuition. Et Montrouge, moi, ça a immédiatement attiré mon attention parce que c'était pas neutre. Hein, un policier municipal abattu à l'arme lourde, fusil d'assaut, alors qu'il intervient sur un banal accident de la circulation, il y a quelque chose qui colle pas. Quelque chose qui colle pas.
Ça colle d'autant moins que ça vient le lendemain de Charlie Hebdo, donc ça colle encore moins. Donc en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'avais pas et on n'avait pas la section antiterroriste de messages revendicatifs. On n'avait pas arrêté l'auteur, il n'y avait pas de signe religieux du criminel de son appartenance à Daesh ou à un autre mouvement terroriste, on n'en savait rien. Par contre, on a essayé de raisonner en fonction des éléments objectifs qu'on avait. Et effectivement, on s'est dit, le lendemain de Charlie Hebdo, dans un contexte en réalité suivant un attentat terroriste, un homme seul, cagoulé, muni d'une arme lourde, arme d'assaut qui va tuer une policière, qui est une cible institutionnelle, on a clairement tous les éléments qui permettent de définir un acte terroriste. Donc on prend. Et c'est ce qui m'a amené assez vite, je crois, en fin de matinée, à téléphoner à ma collègue, la procureure de Nanterre, pour lui dire, c'est Catherine Denis, je lui dis, écoute, moi avec des éléments comme ça, on prend, on estime que on est sur une qualification de terroriste et donc on revendique, on va exercer notre compétence. Donc on a récupéré le dossier tout de suite. Et en fait, on ne s'était pas trompé. On pense que vraisemblablement, son projet était plutôt d'aller à l'école juive Yavel Yacoub, qui est pas très très loin, et de s'en prendre donc à la synagogue et à l'école juive. Et finalement, je pense que la présence de policiers municipaux sur un accident de la circulation qui n'était pas prévu, c'est un peu une cible d'opportunité qui finalement est facile à réaliser. Et je pense qu'il a profité de l'opportunité qui se présentait à lui. Est-ce qu'il y a une ou des images en particulier que vous gardez de ces 3 jours, enfin qui sont plus fortes que les autres, parce que j'imagine. Il y a la scène de la salle de rédaction, bien évidemment. Il y a la scène de la salle de rédaction de Charlie Hebdo, ça c'est évident. L'hypercachère, j'y suis pas allé, j'y suis allé plus tard, après Dammartin, quand je suis allé retrouver les collègues et le ministre de l'Intérieur qui était là-bas. Donc je dirais la scène de la salle de rédaction qui est horrible, avec des enchevêtrements de corps, des projections partout dans la salle en plein d'assaut. Et puis effectivement, j'oublierai pas non plus la scène des 2 frères Kouachi, à terre après leur neutralisation par le GIGN. Ça, c'est des images qui vous reviennent régulièrement? C'est des choses, je pense pas à ça en permanence, mais c'est des images surtout la première, qui me quittera jamais. Et après ces 3 jours, il y a aussi le 11 janvier des marches partout en France, et notamment une marche incroyable à Paris, immense. Quelles images vous gardez de ça, justement, de cette journée-là? Mais pour moi, alors moi je n'ai pas participé parce que j'ai toujours considéré, quand j'étais magistrat, que j'étais tenu à une obligation de réserve. Donc j'ai toujours refusé de répondre à la question est-ce que vous êtes Charlie ou pas Charlie? J'ai toujours un peu refusé de répondre à ça parce que c'est pas mon rôle. Moi j'étais procureur, je faisais mon enquête et j'avais pas rentré dans ce genre de débat. Mais moi j'ai un souvenir très fort de ces images de manifestations que j'ai vues à la télé, comme beaucoup de gens, où j'ai vu effectivement mes concitoyens pactisés avec la police et les CRS, ce qui n'était pas si fréquent que ça. Et pour moi, c'est vraiment l'image de la dernière manifestation de concorde dans notre pays. Pour moi, il n'y a pas eu de manifestation de concorde en France depuis le 11 janvier 2015. Ça fait 10 ans. Ça ouvre des champs de réflexion. Oui, moi je pense aux Jeux Olympiques, par exemple, où j'ai mais c'était pas pareil. Oui, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Puis les Jeux Olympiques, il n'y a pas que des Français. Alors vous me direz, il y avait aussi des chefs d'État étrangers. Mais en dehors des chefs d'État étrangers, c'est la population française qui est là et qui défile, qui fait cette marche. Les Jeux Olympiques, c'est pas pareil. C'est beaucoup plus universel et universaliste. Et donc, encore aujourd'hui, vous ne diriez pas je suis Charlie, enfin vous voulez pas... Non, parce que je n'ai jamais voulu rentrer dans ce débat. Moi, après, j'ai essayé de l'expliquer dans le livre que j'ai écrit. Moi, je suis un très fervent partisan de la liberté d'expression, que je défends totalement et jusqu'au bout. C'est vraiment un combat qu'il faut mener et qui renvoie d'ailleurs au pourquoi de l'attentat de Charlie, de Charlie Hebdo. Les gens qui ont commis l'attentat de Charlie Hebdo, c'est des gens en réalité qui réfutent la liberté d'expression, qui ne veulent pas entendre parler de la liberté de blasphémer, et qui en réalité commettent un attentat qui est vraiment lié contre les valeurs de la société occidentale. C'est ça, en voulant créer une sorte de chaos qui pourrait
mené à l'affrontement des communautés de la communauté française contre la communauté musulmane française, un peu ce qui s'est passé en Irak, et arrivé à un climat de guerre civile dont on essaierait de tirer profit. Mais c'est vraiment une guerre contre les valeurs de notre pays, tout ça. Toute cette année 2015, donc de Charlie Hebdo au 13 novembre, quelle place elle tient dans toute votre carrière ? L'année 2015, c'est une annus horribilis. C'est des épisodes qui sont tout à fait à part. Il y en a plusieurs comme ça. Moi, j'aime pas faire trop de différence entre les attentats terroristes, mais c'est vrai qu'il y a des attentats absolument majeurs. Il y a Mera, il y a Charlie Hebdo, il y a Vendredi 13, il y a Nice, pour parler des plus grands. Donc, sont effectivement des attentats, si vous voulez, qui en réalité posent des enjeux qui sont véritablement des enjeux hors normes et qui vous obligent en réalité, pour répondre comme il faut à ces situations et arriver à gérer correctement l'après-attentat et l'enquête que vous avez menée, ça vous oblige à adapter en fait votre organisation et à partir vers des organisations de crise. Là, la réponse adaptée, ça a été, comme pour Mera et comme pour Vendredi 13, ça a été la décision d'armer la cellule de crise. Donc on a appelé des renforts au sein du parquet de Paris et on a constitué une équipe en réalité qui a représenté 35 procureurs, une douzaine de greffiers, grâce à laquelle on a pu monter une sorte de cellule d'état-major, une cellule de crise, qu'on a fait fonctionner pendant quasiment 2 semaines, 24 heures sur 24. Samedi, dimanche compris, bien sûr. Et durant toute cette année, vous allez notamment faire régulièrement des conférences de presse qui ont beaucoup été montrées en exemple parce qu'elles étaient très claires, avec des mots qu'on qualifierait de simples. Il n'y avait pas de questions de journalistes, mais un exposé très factuel. Des fois, il y avait quelques questions, mais c'est vrai, pas trop. Quels étaient vos objectifs, vous, quand vous prépariez une conférence de presse et quand vous la donniez ? Alors d'abord, il faut savoir que la communication, elle fait partie du métier de procureur parce que la loi, le code de procédure pénale, donne un monopole en réalité au procureur. Le procureur, c'est le seul à qui la loi permet de communiquer sur une enquête. Il peut des fois déléguer ça à des policiers pour des affaires de moindre importance, mais c'est lui qui doit communiquer. Et un attentat terroriste de cette ampleur, ça crée toujours finalement dans la société, dans le pays, dans l'esprit des jeunes, une situation de chaos. Et dans une situation de chaos, il faut nommer les choses et mettre des mots sur les choses. Donc, je pense que dans les situations comme ça, on a besoin d'une parole qui soit claire, qui soit précise, qui soit rigoureuse et qui soit vraie. Donc, c'est pas la parole du politique, qui est quand même un petit peu démonétisée. On l'a vu souvent dans ce genre de circonstances. Et c'est effectivement tout l'avantage de la parole d'un procureur qui est magistrat et qui va parler en étant obligé de respecter certains principes. Le procureur, quand il communique, il doit respecter la présomption d'innocence. Bon, vous me direz que c'est pas la chose la plus importante quand les auteurs ont tous été neutralisés par la police, mais bon, il faut respecter la présomption d'innocence, il faut respecter la dignité des victimes, il y a des choses qu'on ne peut pas s'autoriser à dire, et il faut essayer d'assurer la confidentialité des investigations. Donc le procureur, en respectant tout ça et en naviguant entre tout ça, il est là effectivement pour expliquer ce qui s'est passé, expliquer les mesures qu'il a prises dans le cadre de sa compétence et donner un maximum d'éléments aux gens pour qu'ils soient informés, qu'ils comprennent ce qui se passe et qu'ils comprennent en fait que les composantes de l'État qui doivent s'occuper de tout ça, en l'occurrence la justice, font leur travail et qu'il y a des gens qui sont donc en place pour expliquer ce qui s'est passé, retrouver les auteurs en fuite, retrouver les complices et être en mesure effectivement de pouvoir rendre compte en fait de l'action de la police judiciaire et de la justice. Vous avez notamment permis de faire découvrir l'expression « appartement conspiratif ». Vous vous attendiez à ce que ce soit remarqué, cette expression ? Non, c'est une expression que j'employais depuis longtemps en fait, qui venait du terrorisme basque. On employait beaucoup ça à l'époque du terrorisme basque, mais c'est une expression qui est parlante. Un appartement conspiratif, c'est un appartement dans lequel effectivement vous allez cacher votre logistique, dans lequel effectivement vous allez vous abriter, dans le cadre de la conspiration. Mais l'association de malfaiteurs, c'est une conspiration, c'est une conspiracy, on dirait en anglais. Donc c'est assez parlant. Alors, je ne vais pas penser que ça retiendrait l'attention des médias comme ça, mais effectivement, ça m'a un peu amusé ça.
Et vous aviez aussi cette image de... On a beaucoup dit que vous étiez rassurant. Est-ce que vous savez à quoi c'est dû Alors, on ne l'a pas vu de suite, ça. Et dans la communication qu'on a voulu délivrer, ce facteur rassurant n'existait pas au tout début. Nous, on communiquait vraiment avec mon équipe pour expliquer ce qui s'était passé et donner aux gens tous les éléments d'information qu'on pouvait leur donner pour être le plus transparent possible. Parce que c'est vrai que la transparence, elle peut aussi susciter la confiance. Et dans ces périodes de défiance vis-à-vis de la justice, ça peut être important. Donc au début, c'était pas pour rassurer, mais effectivement, après Mera et Charlie Hebdo, on a commencé à nous dire qu'on rassurait. Et je reconnais que c'est quelque chose, effectivement, qu'on a intégré dans notre façon de fonctionner, à telle enseigne qu'à un moment donné, on continuait à avoir des attentats, mais qui étaient peut-être un peu moins importants. La question s'est posée de savoir si on allait continuer à communiquer ou pas. Et moi, une grande partie de mon équipe voulait qu'on arrête parce que c'est beaucoup de travail, c'est quand même assez lourd. Et j'ai pas voulu. C'est-à-dire, j'ai tenu bon, j'ai dit non, on va continuer, on communiquera sur chaque attentat ou tentative d'attentat, parce que je pense que les gens ont besoin d'entendre ce qu'on a à leur dire. Et dans la période dans laquelle on vit, je pense que si on avait arrêté, la société n'aurait pas compris et nos concitoyens se seraient demandé pourquoi, du jour au lendemain, il n'y avait plus de communication sur cet attentat. Je pense que avec les théories complotistes et tout ce qu'on connaît, on aurait alimenté une théorie consistant à dire que finalement on cachait quelque chose. Donc on a continué jusqu'au bout. Et aujourd'hui, d'un point de vue personnel, si je peux me permettre, comment est-ce que vous vivez d'être l'un des visages de cette année 2015 ? On pense beaucoup à vous quand on pense à l'année 2015. Moi, j'aurais préféré dans l'absolu que mon visage reste dans l'anonymat, dans lequel j'étais et qui me convenait bien. Mais bon, ça fait partie de... C'est quelque chose qui faisait partie des responsabilités que j'avais à l'époque. Et d'un autre côté, communiquer, c'est le chef qui devait communiquer. Et c'est sûr qu'en communiquant, je m'exposais. Mais s'exposer, ça fait aussi partie de ma responsabilité. Donc, je n'ai pas vraiment eu le choix. Au début, ça m'a peut-être effectivement un peu gêné, parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai recherché. Mais bon, j'ai fait avec, on me dira. Et vous le disiez tout à l'heure, vous étiez l'une des premières personnes à chaque fois quasiment sur les scènes d'attentats. Ouais. Vous avez vu Charlie Hebdo, vous êtes rentré, vous dites même que vous êtes rentré 3 fois dans le Bataclan. Comment est-ce que vous avez tenu le choc ? On ne sait jamais pourquoi et comment on tient le choc. Pourquoi est-ce qu'il y en a qui tiennent le choc et d'autres qui ne le tiennent pas ? Je pense que ça renvoie à des formes de personnalité, à des coefficients de solidité. Moi, je pense que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que, d'abord, j'étais dans un cadre conjugal, familial sécurisant. Mon épouse m'a bien assisté, à sa façon. Je pense que ce qui m'a aidé aussi beaucoup, c'est la foi dans ce que je fais, et la passion que j'ai pour mon métier. Et puis aussi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est peut-être deux dernières choses. C'est d'abord la conscience que, je pense que quand vous êtes face à des situations comme ça, vous avez conscience que vous êtes face à des enjeux qui sont véritablement hors normes. Et en réalité, je l'ai vu, moi, ça, dans le fonctionnement des équipes au niveau du parquet de Paris. Dans ce genre de situation, on s'aperçoit en réalité qu'on est capable de choses qu'on n'aurait jamais pensé être capable d'accomplir. Donc, finalement, l'événement, quelque part, va vous transcender et vous amener à faire des choses que vous n'auriez jamais imaginé être en capacité de faire. Ça, c'est la première chose. Donc, se transcender au regard des enjeux. Et le courage collectif. Parce qu'un parquet, c'est une équipe. Et dans une équipe, quand on se serre les coudes, effectivement, on est beaucoup plus fort. Et le courage permet aussi de beaucoup de choses. Vous avez eu besoin d'en parler après avoir vécu ça, par exemple à un psychologue ou une psychologue? Alors, ou dans votre... On a vu un psychologue parce que on avait vu, on se regardait, on s'observait beaucoup les uns les autres, et donc on avait bien vu qu'il y avait quelques collègues qui n'allaient pas bien du tout. Donc j'avais demandé à l'époque à Mme Taubira, qui est des gardes des Sceaux, d'avoir un psychologue qu'on a eu tout de suite. Et donc du coup, on a été une dizaine à aller le voir. Et certains allaient, d'autres effectivement allaient moins bien et ont eu besoin d'un suivi. Mais voilà, c'est la nature humaine. Qu'est-ce que vous pensez que la justice ait appris de cette année 2015 ?
La justice, elle a beaucoup appris parce que elle a eu à, effectivement, chaque fois qu'on avait un attentat majeur, on essayait de corriger les défauts de nos organisations en faisant ce qu'on appelle des rétex. Les militaires en font souvent. C'est-à-dire que vous faites un débriefing entre les acteurs, là c'était les acteurs police-justice, et pour essayer d'identifier ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché, voire ce qui a mal marché, pour le corriger la fois d'après. Donc les attentats et la gestion des attentats ont permis d'identifier un certain nombre de défauts, d'anomalies ou de dysfonctionnements dans le traitement apporté par le parquet et la police judiciaire sur l'enquête elle-même, sur les victimes, sur la médecine légale. Et chaque fois, on s'est attaché à le corriger. Et là, en essayant toujours d'être meilleur pour le coup d'après. Le problème, c'est que même en se corrigeant chaque fois, ça n'a jamais été parfait. Bon, et ça, je vais dire, c'est peut-être un peu dans l'ordre des choses aussi. Il faut peut-être aussi l'accepter. Et la deuxième chose, c'est que, en fait, ces attentats, Charlie et Vendredi 13, mais ça commence avec Charlie, en fait, nous ont obligés à repenser la réponse judiciaire dans sa globalité. C'est-à-dire que les enjeux étaient tels et les dégâts commis étaient tels qu'on a travaillé différemment. On s'est beaucoup rapproché, les relations ont été beaucoup resserrées avec les services de renseignement, des GSI, des GSE. On s'aperçoit que souvent le temps du renseignement a été plus court, c'est-à-dire que la justice est intervenue plus tôt, puisque c'est la justice qui fait interpeller. Donc il y a eu des tas de dossiers dans lesquels on a judiciarisé les renseignements plus vite, donc dans lequel le temps du renseignement a été un peu plus court et où la justice est intervenue un peu plus tôt. Et puis on a tiré des conséquences de tout ça, effectivement, sur la politique qu'on suivait, c'est-à-dire que Charlie Hebdo, c'est un peu une date. Est arrivé un temps où on a considéré que tous les gens qui étaient partis en Syrie pour rejoindre Daesh, à partir de Charlie Hebdo, ils avaient rejoint une organisation terroriste qui avait pour but de commettre des crimes contre les personnes. Et que ce faisant, on était autorisé à penser qu'ils avaient rejoint une organisation terroriste criminelle, qu'ils appartenaient donc à une association de malfaiteurs terroristes criminels, c'est-à-dire 30 ans de réclusion criminelle au lieu de 10 ans de prison, et donc qu'ils étaient justiciables de la Cour d'assises spéciale. Donc on a criminalisé comme ça plus de 80 cas. On a aussi décidé de judiciariser les femmes. Jusqu'à cette époque, on s'intéressait à vrai dire peu au sort des femmes, certainement par une trop grande naïveté, considérer que c'était pas un sujet, qu'elles avaient suivi leur mari et qu'elles vaquaient là-bas à des tâches domestiques, culinaires ou maternelles. Et en réalité, on s'est rendu compte qu'elles pouvaient avoir un degré de radicalisation et de nuisance qui était largement égal, parfois même supérieur, à celui des djihadistes, et qu'elles avaient véritablement une place particulière dans la construction du califat. Et le jour où on a compris ça, effectivement, on les a toutes faites interpeller au bas de la passerelle d'avion, chaque fois qu'elles revenaient en France, pour les mettre en garde à vue et les entendre, et donc regarder effectivement ce qu'elles avaient fait. Et on a eu effectivement des dizaines et des dizaines de femmes, à partir de cette époque, qui ont été poursuivies pour association de malfaiteurs terroristes devant le tribunal correctionnel de Paris. On oublie souvent que vous avez eu 6000 djihadistes européens qui sont partis rejoindre Daesh. Il y en a 2000 qui sont français. On a envoyé 31 ou 32% du contingent européen. C'est considérable. Un seul pays, le nôtre. Peut-être une dernière question que je voulais vous poser. Comment est-ce que vous jugez aujourd'hui le travail que vous avez fait sur cette année 2015 ? Est-ce que vous avez des regrets ? Est-ce que... Alors, des regrets, bien sûr, parce que rien n'est jamais parfait. Il y a eu des loupés sur... D'abord, cette époque est très frustrante parce qu'on a beau toujours mieux travailler, on n'arrive pas à endiguer le flot des attentats. Donc, on peut même des fois, parfois, avoir une forme de culpabilité collective face à des attentats en se disant, s'ils se produisent, c'est qu'on n'a pas été suffisamment bon pour les enrayer. C'est pas toujours facile à vivre non plus, même s'il n'y a pas de dysfonctionnement majeur. Donc, ça n'a pas été parfait, on a toujours essayé de s'améliorer, mais pour autant, on était dans une sorte de spirale infernale, où on avait beau travailler, réfléchir à améliorer nos dispositifs, les attentats revenaient. Donc ça, effectivement, ça c'est dur à vivre, mais avec le recul, moi je trouve franchement que le parquet de Paris a été à la hauteur des enjeux.
grâce à une équipe qui était avec moi, une équipe de jeunes qui était vraiment extraordinaire. Hein. Et franchement, je pense qu'on a été à la hauteur des enjeux. Et que je pense que ça aurait été difficile de faire mieux, franchement. C'est vrai que c'est pas parfait, mais ça aurait été difficile de faire mieux. On a vraiment tout fait pour faire du mieux que l'on pouvait.